Les Catalans. À 100 pas de l'endroit où les deux amis les regardent à l'horizon et l'oreille au guet, sablait le vent pétillant de la malgue, s'élevait derrière une butte, nu et rongé par le soleil et le mistral. Le village des Catalans. Un jour, une colonie mystérieuse partit de l'Espagne et vint aborder à la langue de terre, où elle est encore aujourd'hui. Elle arrivait on ne savait d'où et parlait une langue inconnue. Un des chefs qui entendait le provençal demanda à la commune de Marseille de leur donner ce promontoire nu et aride sur lequel ils venaient, comme les matelots antiques, de tirer leur bâtiment. La demande lui fut accordée et 3 mois après, autour des 12 ou 15 bâtiments qui avaient amené ces bohémiens de la mer, un petit village s'élevait. Ce village construit d'une façon bizarre et pittoresque, moitié mort, moitié espagnol, est celui que l'on voit aujourd'hui, habité par des descendants de ces hommes qui parlent la langue de leur père. Depuis 3 ou 4 siècles, ils sont encore demeurés fidèles à ce petit promontoire, sur lequel ils s'étaient abattus, pareil à une bande d'oiseaux de mer, sans se mêler en rien à la population marseillaise, se mariant entre eux et ayant conservé les mœurs et le costume de leur mère patrie, comme ils en ont conservé le langage. Il faut que nos lecteurs nous suivent à travers l'unique rue de ce petit village et entrent avec nous dans une de ces maisons auxquelles le soleil a donné, au dehors, cette belle couleur, feuille morte, particulière au monument du pays, et au-dedans, une couche de badigeon, cette teinte blanche qui forme le seul ornement de posadas espagnoles. Une belle jeune fille aux cheveux noirs comme le jet, aux yeux veloutés comme ceux de la gazelle, se tenait debout, adossée à une cloison, et froissée entre ses doigts effilés et d'un dessin antique, une bruyère innocente dont elle arrachait les fleurs et dont les débris jonchaient déjà le sol. En outre, ses bras nus jusqu'au coude, ses bras brunis, mais qui semblaient modulés sur ceux de la Vénus d'Arles, frémissaient d'une sorte d'impatience fébrile, et elle frappait la terre de son pied souple et comblé, de sorte que l'on entrevoyait la forme pure, fière et hardie de sa jambe, emprisonnée dans un bas de coton rouge, à coins gris et bleus. À 3 pas d'elle, assis sur une chaise qui le balançait d'un mouvement saccadé, appuyant son coude à un vieux meuble vermoulu, un grand garçon de 20 à 22 ans la regardait d'un air où se combattaient l'inquiétude et le dépit. Ses yeux interrogés, mais le regard ferme et fixe de la jeune fille dominait son interlocuteur. « Voyons, Mercédès, disait le jeune homme, voici pas qui va revenir. C'est le moment de faire une noce. Répondez-moi. » Je vous ai répondu 100 fois, Fernand, et il faut en vérité que vous soyez bien ennemi de vous-même pour m'interroger encore. Eh bien, répétez-le encore, je vous en supplie. Répétez-le encore pour que j'arrive à le croire. Dites-moi pour la 100e fois que vous refusez mon amour, qu'a approuvé votre mère. Faites-moi bien comprendre que vous vous jouez de mon bonheur, que ma vie et ma mort ne sont rien pour vous. Ah mon Dieu, avoir rêvé 10 ans d'être votre époux, Mercédès, et perdre cet espoir qui était le seul but de ma vie. Ce n'est pas moi, du moins, qui vous ai jamais encouragé dans cet espoir, Fernand, répondit Mercédès. Vous n'avez pas une seule coquetterie à me reprocher à votre égard. Je vous ai toujours dit, je vous aime comme un frère, mais n'exigez jamais de moi autre chose que cette amitié fraternelle, car mon cœur est un autre. Vous ai-je toujours dit cela, Fernand? Oui, je le sais bien, Mercédès, répondit le jeune homme. Oui, vous vous êtes donné vis-à-vis de moi le cruel mérite de la franchise, mais oubliez-vous que c'est parmi les Catalans une loi sacrée de se marier entre eux? Vous vous trompez, Fernand, ce n'est pas une loi, c'est une habitude, voilà tout. Et croyez-moi, n'invoquez pas cette habitude en votre faveur. Vous êtes tombé à la conscription, Fernand. La liberté qu'on vous laisse, c'est une simple tolérance. D'un moment à l'autre, vous pouvez être appelé sur les drapeaux.
Une fois soldat, que ferez-vous de moi, c'est-à-dire d'une pauvre fille orpheline, triste, sans fortune, possédant pour tout bien une cabane presque en ruine, où pendent quelques filets usés, misérable héritage laissé par mon père à ma mère, et par ma mère à moi. Depuis un an qu'elle est morte, songez donc, Fernand, que je vis presque de la charité publique. Quelquefois, vous feignez que je vous suis utile, et cela pour avoir le droit de partager votre pêche avec moi. Et j'accepte, Fernand, parce que vous êtes le fils d'un frère de mon père, parce que nous avons été élevés ensemble, et plus encore parce que, par-dessus tout, cela vous ferait trop de peine si je vous refusais. Mais je sens bien que ce poisson que je vais vendre et dont je tire l'argent avec lequel j'achète de chanvre que je file, je sens bien, Fernand, que c'est une charité. Et qu'importe Mercédès, si pauvre et isolée que vous êtes, vous me convenez ainsi mieux que la fille du plus fier armateur ou du plus riche banquier de Marseille. À nous autres, que nous faut-il? Une honnête femme et une bonne ménagère. Où trouverai-je mieux que vous sous ces deux rapports? Fernand, répondit Mercédès en secouant la tête, on devient mauvaise ménagère, et on ne peut répondre de rester honnête femme lorsqu'on aime un autre homme que son mari. Contentez-vous de mon amitié, car je vous le répète, c'est tout ce que je puis vous promettre, et je ne promets que ce que je suis sûr de pouvoir donner. Oui, je comprends, dit Fernand. Vous supportez patiemment votre misère, mais vous avez peur de la mienne. Eh bien, Mercédès, aimée de vous, je tenterai la fortune. Vous me porterez bonheur, et je deviendrai riche. Je puis étendre mon état de pêcheur. Je puis entrer comme commis dans un comptoir. Je puis moi-même devenir marchand. Vous ne pouvez rien tenter de tout cela, Fernand. Vous êtes soldat. Et si vous restez aux Catalans, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Demeurez donc pêcheur. Ne faites point de rêve, qui vous ferait paraître la réalité plus terrible encore. Et contentez-vous de mon amitié, puisque je ne puis vous donner autre chose. Eh bien, vous avez raison, Mercédès, je serai marin. J'aurai au lieu du costume de nos pères, que vous méprisez, un chapeau verni, une chemise rayée et une veste bleue avec des ongles sur les boutons. N'est-ce point ainsi qu'il faut être habillé pour vous plaire? Que voulez-vous dire? Demanda Mercédès, en lançant un regard impérieux. Que voulez-vous dire? Je ne vous comprends pas. Je veux dire, Mercédès, que vous n'êtes si dure et si cruelle pour moi que parce que vous attendez quelqu'un qui est ainsi vêtu. Mais celui que vous attendez est inconstant peut-être. Et s'il ne l'est pas, la mer l'est pour lui. Fernand, s'écria Mercédès, je vous croyais bon et je me trompais, Fernand. Vous êtes un mauvais cas d'appeler à l'aide de votre jalousie les colères de Dieu. Eh bien oui, je ne m'en cache pas. J'attends et j'aime celui que vous dites. Et s'il ne revient pas, au lieu d'accuser cette inconstance que vous invoquez vous, je dirais qu'il est mort au moment. Le jeune Catalan fit un geste de rage. Je vous comprends, Fernand. Vous vous en prendrez à lui de ce que je ne vous aime pas. Vous croiserez votre couteau catalan contre son poignard. À quoi cela vous avancera-t-il? À perdre mon amitié si vous êtes vaincu, à voir mon amitié se changer en haine si vous êtes vainqueur. Croyez-moi, chercher querelle à un homme est un mauvais moyen de plaire à la femme qui aime cet homme. Non, Fernand, vous ne vous laisserez point aller ainsi à vos mauvaises pensées. Ne pouvant m'avoir pour femme, vous vous contenterez de m'avoir pour amie et pour sœur. Et d'ailleurs, ajouta-t-elle, les yeux troublés et mouillés de larmes, attendez, attendez, Fernand, vous l'avez dit tout à l'heure, la mère est perfide, et il y a déjà 4 mois qu'il est parti. Depuis 4 mois, j'ai compté bien des tempêtes. Fernand demeura impassible. Il ne chercha pas à essuyer les larmes qui roulaient sur les yeux de Mercédès. Et cependant, pour chacune de ces larmes, il lui donnait un verre de son sang. Mais ces larmes coulaient pour un autre. Il se leva, fit un tour dans la cabane et revint, s'arrêta devant Mercédès, l'œil sombre et les poings crispés. « Voyons, Mercédès, dit-il, encore une fois répondez, est-ce bien résolu?
J'aime Edmond Dantès, dit froidement la jeune fille. Et nul autre que Edmond ne sera mon époux. Et vous l'aimerez toujours, tant que je vivrai. Fernand baissa la tête comme un homme découragé, poussa un soupir qui ressemblait à un gémissement. Puis tout à coup releva le front, les dents serrées et les narines entrouvertes. Mais s'il est mort, je mourrai. Mais s'il vous oublie. Mercedes, cria une voix joyeuse au dehors de la maison. Mercedes! Ah, s'écria la jeune fille en rugissant de joie et en bondissant d'amour. Tu vois bien qu'il ne m'a pas oublié, puisque le voilà. Et elle s'élança vers la porte, qu'elle ouvrit en s'écriant « À moi, Edmond, me voici !» Fernand pâle et frémissant, recula en arrière, comme fait un voyageur à la vue d'un serpent, et rencontrant sa chaise, il y retomba assis. Edmond et Mercedes étaient dans les bras l'un de l'autre. Le soleil ardent de Marseille, qui pénétrait à travers l'ouverture de la porte, les inondait d'un flot de lumière. D'abord, ils ne virent rien de ce qui les entourait. Un immense bonheur les isolait du monde, et ils ne parlaient que par ces mots entrecoupés qui sont les élans d'une joie si vive qu'il semble l'expression de la douleur. Tout à coup, Edmond aperçut la figure sombre de Fernand, qui se dessinait dans l'ombre, pâle et menaçante, par un mouvement dont il ne se rendit pas compte lui-même. Le jeune Catalan tenait la main sur le couteau passé à sa ceinture. « Ah, pardon, dit Dantès, en fronçant le sourcil à son tour. Je n'avais pas remarqué que nous étions trois. » Puis, se tournant vers Mercedes. « Qui est ce monsieur ?» demanda-t-il. « Monsieur sera votre meilleur ami, Dantès, car c'est mon ami à moi, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est Fernand, c'est-à-dire l'homme qu'après vous, Edmond, j'aime le plus au monde. Ne le reconnaissez-vous pas ?»« Ah, si fait, dit Edmond, et sans abandonner Mercedes, dont il tenait la main serrée dans une des siennes. Il tendit avec un mouvement de cordialité son autre main au Catalan. Mais Fernand, loin de répondre à ce geste amical, resta muet et immobile comme une statue. Alors Edmond promena son regard investigateur, de Mercedes émue et tremblante, à Fernand sombre et menaçant. Ce seul regard lui apprit tout. La colère monta à son front. « Je ne savais pas venir avec tant de haches chez vous, Mercedes, pour y trouver un ennemi. »« Un ennemi ?» s'écria Mercedes avec un regard de courroux à l'adresse de son cousin. « Un ennemi chez moi, dis-tu, Edmond ? Si je croyais cela, je te prendrais sous le bras et je m'en irais à Marseille, quittant la maison pour n'y plus jamais rentrer. » L'œil de Fernand lança un éclair. « Et s'il t'arrivait malheur, mon Edmond, continua-t-elle, avec ce même flegme implacable qui prouvait à Fernand que la jeune fille avait lu jusqu'au plus profond de sa sinistre pensée. « S'il t'arrivait malheur, je monterais sur le cap de Morjeu et je me jeterais sur les rochers, la tête de la première. » Fernand devint affreusement pâle. « Mais tu t'es trompé, Edmond, poursuivit-elle. Tu n'as point d'ennemi ici. Il n'y a que Fernand, mon frère, qui va te serrer la main comme à un ami dévoué. » Et à ces mots, la jeune fille fixa son visage impérieux sur le Catalan, qui, comme s'il eût été fasciné par ce regard, s'approcha lentement de Edmond et lui tendit la main. Sa haine, pareille à une vague impuissante, quoique furieuse, venait se briser contre l'ascendant que cette femme exerçait sur lui. Mais à peine eut-il touché la main d'Edmond qu'il sentit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire et qu'il s'élança hors de la maison. « Oh !» s'écriait-il en courant comme un insensé et en noyant ses mains dans ses cheveux. « Oh ! Qui me délivrera donc de cet homme? Malheur à moi, malheur à moi. »« Eh, le Catalan! Eh, Fernand! Où cours-tu » dit une voix. Le jeune homme s'arrêta tout court, regarda autour de lui et aperçut Caderousse attablé avec Danglars sous un berceau de feuillage. « Eh » dit Caderousse, « pourquoi ne viens-tu pas? Es-tu donc si pressé que tu n'aies pas le temps de dire bonjour aux amis? Surtout quand ils ont encore une bouteille presque pleine devant eux, ajouta Danglars,
Fernand regarda les deux hommes d'un air hébété et ne répondit rien. « Ils semblent tout pneus, dit Danglars, poussant du genou Caderousse. Est-ce que nous nous serions trompés et qu'au contraire de ce que nous avions prévu, tant testerions vrai